Bienvenue dans notre podcast sur la santé et l'hygiène menstruelle. Ce podcast sera divisé en 3 parties. Dans la première partie, nous allons aborder les questions de la santé et l'hygiène menstruelle du point de vue des experts. Puis, nous allons échanger sur les différentes expériences des femmes sur la santé et l'hygiène menstruelle, les actions menées sur le terrain et enfin, un débat sera enclenché autour de la thématique. Nous vous disons à très bientôt et espérons que ce podcast va vous servir peu importe où vous êtes. Merci. Je veux commencer par présenter tous les invités. Alors, il y a Dr Fatou Sanogo de la Guinée. Elle est médecin de santé publique consultante en santé sexuelle et reproductive. Dr Ike Kadidia du Bénin, médecin pédiatre, précédemment membre de l'organisation Women Power chargée de l'éducation sanitaire des jeunes filles. Dr Kofi Fabienne, je ne sais pas si elle est là, mais je vais quand même l'annoncer, médecin en spécialisation en médecine légale et réparation juridique du dommage corporel. Madame Téné Samagé, directrice de WOU Manager, plateforme féministe indépendante et engagée. Madame Facile Konaté Guinée, alors Madame Samagé, c'est Mali, pardon. Madame Facile Konaté Guinée, journaliste et présidente de l'ONG Action pour le futur. Madame Toulaye Diallo Guinée, spécialiste en management de projet et communication. Et pour finir, Madame Kouilena, France-Côte d'Ivoire, entrepreneuse fondatrice des ateliers NAPI, spécialiste en bien-être et soins naturels. Est-ce que c'est tout à fait les invités qu'on a aujourd'hui? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, il manque deux, mais on peut commencer On déjà. peut commencer, voilà. Alors, on va commencer par Madame Dr Sanogo Fatoumata de la Guinée. Chaque intervenante sur ce liste aura 10 minutes pour se présenter, parler du thème de ce sujet-là, et ainsi de suite. On va commencer par Madame Fatou Sanogo. Bonsoir à tous et je suis vraiment ravie de votre présence et j'espère qu'ensemble, on va sortir de ce space avec des informations complémentaires. Tout d'abord, il est important de savoir qu'aujourd'hui, c'est le 28 mai, 28 mai, journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Donc, cette date, elle n'est pas choisie fortuitement parce que le 28, on sait que c'est la durée moyenne d'un cycle menstruel d'une femme et 5 pour le nombre de jours moyens des menstrues chez une femme. Donc, ce qui fait 28,05. Donc, cette journée, elle est célébrée depuis 2014. Pourquoi aujourd'hui j'ai pris l'initiative de faire ce space? C'est déjà pour briser les tabous. Briser les tabous parce que la question de la menstruation reste tabou dans plusieurs sociétés, notamment les sociétés africaines. Généralement, lorsqu'on a nos premières règles, on nous dit, surtout dans le contexte guinéen où j'ai grandi, on nous dit, à présent, tu es devenue une femme. Tu es devenue une femme, tu ne dois pas t'approcher des garçons. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là, on n'en dit pas plus. On ne dit pas pourquoi tu ne dois pas t'approcher des garçons. On ne dit pas comment tu dois te comporter. Et je me souviens pas avoir eu cette discussion avec ma mère pendant mon adolescence. Et c'est après, sûrement après le mariage, qu'on a eu à parler de tout ce qui est un peu tabou et tout. Donc je me dis, c'est l'occasion de parler de ça dans un space, d'alerter les parents qui sont là et de leur donner les outils essentiels pour aborder la thématique avec les jeunes filles autour d'elles ou leurs propres filles. Donc, selon déjà l'OMS, plus de 26% de la population, c'est-à-dire les jeunes filles et les femmes, ont leur menstrues. Donc, nous ne devons pas faire de cela un problème, un tabou. Nous devons aborder la thématique parce que la menstruation, elle signe l'entrée à la reproduction et à la sexualité. Donc, faire un tabou quelque chose qui est aussi important, cela est dérangeant. Donc, je vais commencer par aborder des thématiques sur des petits concepts autour de la thématique pour planter le décor et permettre à mes autres collègues de rentrer dans le fond du sujet. Et d'abord, commencer par définir c'est quoi
la santé menstruelle. Donc, selon l'OMS, la santé menstruelle, c'est un état de bien-être complet, d'abord physique, mental et social, et non seulement une simple absence de maladie ou d'infirmité en relation avec le cycle menstruel. Donc, la définition, elle est holistique, elle tient compte de l'état physique de la jeune fille, de son état mental et surtout de son état social. Parce que les menstrues, les règles ont un caractère social et même religieux en fonction des religions. Les menstrues ont un caractère religieux. Donc, la définition, elle est complète. Et donc, nous, en tant que professionnels de santé, nous allons nous battre pour que cette définition soit respectée au sein de notre société et que le tabou et surtout le caractère impur des menstrues soit levé. Et pour ce fait, euh, on va aborder la question de la puberté. Parce que pour parler de menstrues, il faut parler de puberté. Quand on parle de puberté, on sait que c'est une phase de transition, une transition de la période de la vie d'enfant à la vie d'adulte. Donc le corps se transforme. Le corps de la jeune fille va se transformer pendant la puberté et cette transformation va se faire sur le plan physique, sur le plan physiologique et sur le plan psychologique. Donc, la puberté débute généralement entre 8 et 16 ans. Donc, il y a des filles qui ont une puberté précoce, c'est-à-dire avant les 8 ans, et certaines une puberté tardive après les 16 ans. Souvent même, cela fait objet de moquerie pour certaines filles qui restent jusqu'à 20 ans sans avoir leur première menstrue. Elles sont titillées dans la société, elles sont un peu complexées et surtout dans des pays où le mariage précoce existe, on attend que la fille ait ses premières règles pour la donner en mariage. Donc, ces changements de la puberté au niveau physique, donc il y a les seins qui vont commencer à pousser, à grossir, et parfois on nous complexe sur ces seins qui prennent forme en disant parfois ah tiens tes deux petits bouts de citron sont en train de sortir, hein, ou parfois on les tape. On tape les seins, c'est des violences faites aux enfants. Donc, au-delà de ces seins qui vont pousser, il y a les poils, les pilosités pubiennes au niveau du pubis de la femme. Si je dis pubis, c'est au niveau de l'angle, le petit angle qui est entre les cuisses. C'est là se trouve le pubis. Donc, il y aura des poils qui vont apparaître au niveau des aisselles. Et les lèvres inférieures, comme on le dit, les petites lèvres de la fille va commencer à grossir. Le clitoris va s'affirmer de plus, il va commencer à prendre du volume et la hanche de la fille va devenir large, les boutons vont commencer à sortir. Donc, en tant que parent, dès qu'on voit ça, le mieux, c'est de commencer à aborder le sujet avant l'apparition de tout ce que je viens de citer, mais de façon à mettre la communication au niveau de l'enfant. Dès qu'on voit ça, on doit être alerté parce que au niveau de la physiologie, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Il y a la voix de la fille qui va plus prendre une voix féminine. Il y aura les pertes blanches qui vont sortir. Et parfois, les enfants ont peur de dire qu'ils ont les filles, elles ont peur de dire qu'elles ont des pertes blanches. Et si nous ne sommes pas attentifs en tant qu'adultes responsables de ces jeunes filles, c'est quelque chose qu'on peut laisser passer. Et là, les règles vont commencer à venir. Et ensuite, il y a le désir sexuel. Le désir sexuel, on ne peut pas lutter contre le désir sexuel. On ne peut pas l'empêcher. Il va venir coûte que coûte parce que c'est physiologique. Donc, en tant qu'adulte, on doit commencer déjà à avoir certaines causeries pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ces jeunes filles. De notre fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant elle veut pas qu'on rentre quand elle se change? C'est là, c'est l'occasion, c'est une pêche tendue pour nous en tant que parents d'aborder le sujet. Et au niveau psychologique, il y a l'anxiété qui va commencer, en plus, le désir sexuel, l'affirmation de la personnalité, l'enfant va vouloir s'affirmer. Et si en tant que parent, on ne comprend pas ces changements qui sont naturels au niveau de notre enfant, la communication devient difficile. Et comment nous allons aborder la question de la reproduction et de la sexualité, tout en sachant que la menstruation faire entrer la jeune fille dans ce domaine, dans ce volet de sa vie. Donc, en tant que parents, insistons, regardons,
communiquons sur la puberté, accompagnons nos enfants, accompagnons les jeunes filles qui sont autour de nous à mieux comprendre le changement au sein de leur corps. Mais pour ce faire, dans la santé publique, on a aussi vu que la question de la santé et l'hygiène menstruelle accompagne plusieurs concepts. Il y a premièrement la question du droit humain. Parce que si une fille n'a pas accès à tout ce qui est produit d'hygiène menstruelle, son éducation ne pourra pas se faire, surtout en milieu rural. Si vous avez 5 jours de menstruation, que vous n'avez pas des capacités à vous protéger pendant ces 5 jours, vous ne pouvez pas aller à l'école pendant ces 5 jours correctement. Si nous enlevons 5 jours, dont 22 jours ouvrables, ça fait trop sur 9 mois de cours. Donc, la jeune fille sera confrontés à la déscolarisation à cause des menstrues. Pour certains, c'est banal parce qu'ils ont facilement accès à tout ce qui est kit d'hygiène menstruelle. C'est pas une priorité pour eux. Mais dans le milieu rural, c'est quelque chose de récurrent. Les filles, elles n'ont jamais utilisé des serviettes hygiéniques. Elles vont mettre des petits chiffons qui parfois vont fuiter. Ça va salir le derrière de la jupe. Et après, la fille, elle a honte d'aller à l'école. C'est toute sale et c'est normal. Donc là, la question des droits humains, le droit à l'éducation est bafoué à cause de la menstruation. La menstruation aussi touche les objectifs de développement durable. Ces objectifs de développement durable ne peuvent pas être atteints si la santé et l'hygiène menstruelle n'est pas prise en compte. Parce que la santé et le bien-être, un objectif de développement durable. 3, si la fille est en mauvaise santé et hygiène menstruelle, on ne pourra pas l'atteindre en 2030. L'éducation, l'égalité entre les sexes, parce que si elle n'arrive pas à avoir une bonne hygiène menstruelle, elle n'ira pas à l'école comme le petit garçon qui ira à l'école. Et aussi la question d'eau et d'assainissement. Parfois, la fille, elle a toutes ses protections, mais une fois à l'école, il n'y a pas de latrine où se changer, il n'y a pas d'eau à l'école, dans les maisons. Donc, toutes ces questions-là rentrent en compte dans la santé et l'hygiène menstruelle et surtout la question de l'environnement. Parce que le matériel utilisé doit être au moins, doit respecter l'environnement qui nous entoure. Comment utiliser ce matériel? Comment l'adapter à notre environnement? Donc, toutes ces questions rentrent dans la santé et l'hygiène menstruelle. C'est au-delà même de l'écoulement menstruel qu'il y a chaque mois. C'est vraiment un concept important, un concept qui va permettre l'autonomisation de la femme. Et nous devons prendre ça à bras le corps et rentrer dans les détails. Donc, si je prends la parole là, pour l'instant, je m'arrête pour permettre à mes consoeurs de rentrer plus en détail dans tout ce qui est biologie avant qu'on aborde d'autres thématiques. Merci. Merci beaucoup, Madame Fatou. Merci beaucoup, Fatou. Je veux passer la parole maintenant à Madame Ike Kadidia du Bénin. Et mesdames, je vous ai dit 10 minutes, Fatou. Ah, t'as pas dépassé les 10 minutes. Je veux commencer à être très, très sage et vous arrêter, hein. Non, Madame Ike Kadi, c'est à vous. Oui, Et voilà. merci. Merci à Dr. Fatou Sanogo. Excusez-moi, Merci, Madame mesdames Ike, et messieurs. j'ai fait, juste une seconde, j'ai fait monter Docteur JD. Elle est du Cameroun, elle est pédiatre. Ah, elle n'était pas dans le panel, mais comme c'est voilà, c'est une dame que voilà, je dis souvent, je suis abonnée à elle. J'ai voulu la faire monter aussi parce qu'elle est pédiatre et elle est aussi du Cameroun. Super, Voilà, super, super. voilà. D'accord. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Merci à Dr. Fatou Sanogo, Madame Delacroix, pour l'invitation sur ce panel. Je suis une grande admiratrice des projets de santé publique initiés par Dr. Fatou Sanogo et son équipe pour la jeunesse africaine qui en a vivement besoin. Je vais donc poursuivre sans plus tarder par l'explication simple de la biologie menstruelle chez la femme. Tout d'abord, il faut comprendre que l'appareil génital féminin est composé de 2 ovaires qui sont soutenus par 2 trompes et l'utérus qui va accoucher dans le vagin, qui aura au niveau de sa partie externe 2 lèvres dont Dr. Fatou avait expliqué, une lèvre inférieure et une lèvre supérieure qui vont le protéger de l'environnement. Et ces organes sont sous la commande du cerveau qui tient un peu un rôle de chef de file.
Les menstrues, par définition, sont donc des écoulements de sang qui proviennent de l'utérus et qui sortent à travers le vagin. Ce sang qui sort peut être mêlé de grumeaux, des membranes, peut être parfois nauséabond et ça dure en moyenne 3 à 7 jours en fonction de chaque organisme, en fonction de chaque femme. Et en moyenne, c'est 5 jours pour la durée. Cet écoulement se fait de manière cyclique et mensuelle, c'est-à-dire régulièrement et durant chaque mois. Et c'est là vient le nom composé cycle mensuel. C'est donc un phénomène qui est naturel, c'est un cycle naturel qui va durer tout au long de la vie hormonale d'une femme. Quand je dis vie hormonale d'une femme, je parle du début de la puberté, c'est-à-dire l'apparition des règles. Selon l'OMS, c'est entre 10 ans et 10,5 ans selon les différentes morphologies de la femme. Et ça se termine au niveau de la ménopause qui va apparaître à partir de 50 ans, plus ou moins 5 ans, c'est-à-dire entre 45 et 55 ans chez la femme. Et ces règles ont une durée standard de 28 jours. Mais on a des cycles qui sont plus courts, qui peuvent durer 24 jours, et les cycles qui sont plus longs, qui peuvent aller jusqu'à 35 jours. Donc, pour connaître son cycle mensuel, il suffit de prendre le premier jour de l'apparition des règles jusqu'à la veille du prochain premier jour d'apparition des règles suivantes. Donc, c'est comme ça, on calcule. Et ensuite, il faut comprendre aussi que chaque cycle comprend 3 phases. On a une phase préovulatoire qui va durer en moyenne 14 jours. On a aussi une phase ovulatoire qui va faire 24 heures et une phase post-ovulatoire qui va durer aussi en moyenne 14 jours approximativement. Et ces jours varient, comme je l'avais dit, d'une femme à une autre. Et comme j'avais rappelé au début, tout est sous commande du cerveau. Au début de la phase préovulatoire, le cerveau va stimuler une petite partie, un organe qui s'appelle l'hypophyse. Cet organe va sécréter une petite hormone qui va donner le top aux ovaires pour le début du cycle. Donc, dès que l'hormone qui s'appelle la FSH est sécrétée, ça veut dire hormone stimulante folliculaire, l'ovaire va contenir ces petites cellules qu'on appelle les ovules. Il va commencer par les rendre matures et prêts à être libérés. Donc, ces follicules, dès qu'ils commencent la maturation de l'ovule sécrète ce qu'on appelle les oestrogènes, qui est une autre hormone qui a 2 rôles. Cet hormone est très, très important parce que c'est cette hormone qui va intervenir après dans le phénomène de menstruation. Cet hormone va dans l'utérus. Il va rendre épais la paroi interne de l'utérus et il va aussi aller au niveau du col de l'utérus et favoriser la sécrétion de la glaire. La glaire, c'est cette substance compacte et blanche qu'on voit sécrétée par le vagin dans notre slip le matin et tout au long de la journée d'une femme. Donc, l'oestrogène va entraîner cet épaississement de la paroi interne de l'utérus et va fluidifier la glaire pour faciliter la progression des spermatozoïdes en cas de rapport sexuel. Après cette phase, dès que l'utérus est épaissi, on a maintenant une phase où le cerveau sécrète une deuxième hormone qu'on appelle l'hormone de libération ou LH. Cette hormone de libération va favoriser l'ouverture de l'ovaire pour libérer l'ovule qui a été amené à maturation. Donc, l'ovule quitte donc l'ovaire et rentre dans ce que j'avais dit, la trompe, et attend pendant 24 heures. Cette phase, c'est la phase ovulatoire. Elle est là, elle est en attente d'un spermatozoïde. C'est pour ça, dans cette période, tout rapport sexuel va probablement aboutir à une grossesse. Donc, l'ovule attend là pendant 24 heures et au cours de ces 24 heures, si l'ovule est fécondé, il deviendra un œuf. Et l'œuf ira s'installer dans l'utérus et s'accrocher dans la paroi interne qui est déjà épaissie. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'œuf, d'autres hormones seront sécrétées pour épaissir encore plus cette paroi de l'utérus afin que l'œuf puisse bien s'approcher et que le bébé puisse grandir en bonne santé.
L'autre alternative, c'est que quand l'ovule est dans cette trompe pendant 24 heures et qu'il y a absence de fécondation, on a le phénomène de la menstruation qui va survenir, c'est-à-dire la désintégration de cette paroi utérine qui a été préalablement préparée et épaissie pour recevoir l'œuf. Donc, cette désintégration, c'est ça qui va faire sortir et faire couler le sang des voies génitales de la femme. Et ce sang sera mêlé de membranes, mêlé de grumeaux, mêlé de cailloux qui va constituer les menstrues. Donc, il est donc primordial pour chaque femme de connaître son cycle mensuel, d'avoir un calendrier mensuel pour avoir une idée sur la durée du cycle afin de mieux prévoir l'arrivée des menstrues. Et aussi, il y a les signes annonciateurs qu'on appelle en termes médicaux un syndrome prémenstruel que la femme ressent avant l'apparition des menstrues. Et ces signes peuvent être des douleurs au bas-ventre, des douleurs au niveau des seins qui sont bien tuméfiées, des insomnies, des nausées, des maux de tête qui peuvent aller même jusqu'au niveau de la diarrhée. Donc, c'est un ensemble de désagréments qui ne sont pas très graves, et qui ne durent aussi pas longtemps. Ils ont juste quelques jours, 2 à 3 jours au long du cycle. Et ces signes aussi, dès que ça s'aggrave, il est vraiment primordial de consulter un médecin. Donc voilà un ramassé. J'espère qu'il y aura des questions qui vont me permettre de beaucoup plus expliquer le fond de la biologie du cycle mensuel chez la femme. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Kadi. Je vais passer la parole. Il y aura des questions après pour tout le monde. Et puis, je veux aussi rappeler à tous ceux qui sont sur ce panel qui pourront monter après la présentation de ces dames, de ces docteurs, poser leurs questions. Moi aussi, j'ai des questions, surtout par rapport à comment faire pour lutter contre l'absence d'hygiène menstruelle, surtout dans la zone rurale, au fait. Aujourd'hui, avec Fatou, on a voulu faire plus accentuer ce débat sur comment aller vers ces femmes dans la zone rurale qui ont vraiment besoin d'avoir une hygiène menstruelle. Je vais passer directement à Madame Connie Cuilena, France-Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a Désiré Ah oui, d'abord. pardon. Alors, il y a Madame Désirée d'abord. Oui, pardon, merci, Cui. Bonsoir à tous. Merci pour ce space. Et c'est un thème très enrichissant. Le sujet est assez délicat, mais très important. Je ne reviendrai pas sur ce que les autres ont dit. Je vais plutôt aborder les différentes recommandations en matière d'hygiène sur la menstruation. Parce qu'une chose est d'utiliser les serviettes hygiéniques, mais une autre est de savoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, On va d'abord commencer par qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en matière d'hygiène intime. Aujourd'hui, on constate sur les réseaux sociaux certaines personnes qui vendent des produits à caractère sexuel, comme ils le disent, pour stimuler l'appétit sexuel, pour la toilette intime. Ce sont des choses à éviter. Voilà. Il ne faut rien introduire dans le vagin. Lorsqu'on fait la toilette intime, il faut éviter d'utiliser les gels et les savons parfumés. Il ne faut pas les utiliser à l'intérieur du vagin. Éviter tout produit asséchant. Il faut éviter aussi de porter des vêtements serrés. Il faut prioriser les vêtements en coton. Éviter les matières qui ont tendance à produire de la chaleur et de l'humidité, parce que ces matières-là ont tendance à créer un environnement assez propice pour la multiplication des bactéries. Et qui dit bactéries dit naturellement infection. Alors, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, nous allons passer plutôt à ce qui est utile. Qu'est-ce qu'il faut faire? En un, il faut laver le sexe avec de l'eau, du savon non parfumé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais seulement la partie externe du sexe. Comme Dr. Higuet l'a dit à l'instant, l'extérieur, ce sont
les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris. Il faut le faire au moins 2 fois par jour. Il faut changer très fréquemment de sous-vêtements et de protection hygiénique. Il faut aussi prioriser l'utilisation des matériels de protection, mais avec lesquels on se sent à l'aise. Nous avons les tampons, nous avons les serviettes hygiéniques qui peuvent être à multiples usages ou à usage unique. Voilà, mais il faut savoir lequel nous sied le mieux. Si ce sont les tampons, ben, il faut prioriser les tampons, mais il faut savoir comment utiliser le tampon, comment s'en débarrasser. Il faut utiliser les vêtements en coton, pas trop serrés. Les serviettes hygiéniques de nuit doivent être plus épaisses pour éviter naturellement qu'il y ait des fuites, afin de ne pas tacher le linge. Et il faut vérifier que les toilettes restent toujours propres avant et après notre utilisation. Il faut boire beaucoup d'eau pendant la période menstruelle. Il faut faire des exercices physiques, notamment la marche simple. Il faut se protéger avec un préservatif parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'appétit sexuel un peu plus élevé pendant pendant la période menstruelle. Les rapports sexuels pendant les menstrues ne sont pas à éviter. Mais si vous le faites, il faut le faire avec un préservatif. Parce qu'en cette période-là, le risque de contamination d'infections sexuellement transmissibles est très élevé. Il faut dormir suffisamment parce que, on le sait, dès qu'il y a les règles, on est parfois stressé, on est anxieux. Donc, il faut toujours essayer de se reposer le maximum possible. Il faut toujours faire sa toilette de l'avant vers l'arrière. Ça, c'est très important. Quand on commence à faire ses soins intimes, il faut d'abord commencer par l'avant, c'est-à-dire par le vagin, la partie externe, je le redis encore, avant de passer à la partie anale. Et quand on finit la partie anale, on s'arrête. On ne revient pas au niveau vaginal parce qu'il y a un risque de ramener les microbes anal. Il faut retenir que le vagin est l'organe le plus à risque, l'organe le plus exposé aux microbes. Donc, il ne faut pas ramener les microbes, il ne faut pas ramener tout ce qui est bactéries de l'anus vers le vagin. Lorsqu'on est hors aussi de la maison, il faut toujours avoir du matériel de protection supplémentaire. Il faut toujours avoir une serviette hygiénique, qu'elle soit à multi-usage ou à usage unique. Il faut toujours avoir du matériel hygiénique supplémentaire. Et si on n'en a pas, il ne faut pas se gêner de parler à une amie, de parler à une collègue. Il ne faut pas se gêner quand on est indisposé parce que c'est vrai que ça met mal à l'aise, mais il faut pouvoir passer au-dessus de ça. Si vous vous retrouvez, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, et que ça peut arriver qu'on soit surpris par les menstrues, parce que les menstrues, on peut bien calculer la période menstruelle, mais il y a des facteurs qui peuvent favoriser l'arrivée brusque des menstrues, notamment le stress. Donc, on peut ne pas s'attendre à cela, ne pas avoir de serviette hygiénique sur place. Il ne faut pas se gêner de demander à une collègue, de demander à une amie, d'aller s'en procurer dans une boutique ou dans un magasin, pas très loin. Et je veux aussi rajouter que s'il vous arrive dans votre entourage qu'une personne ait une tache de sang sur ses vêtements, il faut le lui dire discrètement afin de ne pas non seulement la mettre mal à l'aise, mais il faut aussi lui proposer votre aide en lui donnant par exemple un foulard pour masquer la tache et en allant dans un supermarché ou une boutique et lui procurer une serviette hygiénique. Voilà. Pour finir, quand on a des règles douloureuses, parce que chez certaines femmes, elles, elles ont des menstrues qui viennent avec des douleurs au niveau du bas-ventre. Lorsque vous êtes dans ce genre de cas, vous pouvez utiliser plusieurs options. Vous pouvez prendre un bain chaud, ça va vous permettre de vous relaxer. Vous pouvez prendre du simple paracétamol ou un antispasmodique, notamment le Spasfon que les femmes utilisent très couramment par voie anale. Mais lorsque ces douleurs sont assez répétées, très intenses, il ne faut pas
il faut toujours avoir recours à un médecin. Il ne faut pas se surcharger, prendre 4-5 doses de paracétamol. Il faut toujours demander l'avis d'un médecin. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme point ce soir. Je vous remercie. Ainsi prend fin la première partie de ce podcast. Nous vous disons à très bientôt pour une deuxième partie où nous allons aborder les expériences des femmes sur la question de la santé et de l'hygiène menstruelle. Ce podcast remercie notre collaboratrice, Madame Ramatou Delacroix. C'était Dr Sanogo Fatoumata, consultante en santé sexuelle et reproductive, pour vous servir. À très bientôt!